Buongiorno a tutti. François Rebsamen, le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, est en visite en Corse pour 3 jours. Au programme de cette journée de lundi, tout d'abord, rencontre avec le préfet de Corse, mais également Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis et des élus de la CAPA. Demain, le ministre s'entretiendra avec le conseil exécutif, la conférence des présidents, les parlementaires et les présidents des 2 associations des maires de Corse. Mercredi, François Rebsamen entamera une visite en Haute-Corse. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce samedi à Bastille, l'opposition ferme du PNC de Jean-Christophe Angelini à Gilles Simeoni et Fema Gorsiga a trouvé un nouveau terrain d'expression. En effet, le parti autonomiste a organisé une réunion publique qui a attiré plusieurs dizaines de personnes pour sonner le début de son investissement d'opposition sur le terrain des prochaines municipales à Bastille. Une ville où pour l'heure le PNC est quasiment inexistant, ce à quoi le parti veut remédier au plus vite. La Corse ne s'arrêtant pas, selon l'expression de Jean-Christophe Angelini, aux portes de Portivet, ou Sarthe ou Propia. Le désaccord profond avec la politique imprimée du côté de la collectivité de Corse se transpose aussi du côté de la municipalité bastiaise, selon Jean-Christophe Angelini. Celui-ci a critiqué les choix ou les non-choix faits sur des dossiers comme le port de la Carbonite ou le plan local d'urbanisme, parmi d'autres griefs. Un propos que Jean-Christophe Angelini a déroulé devant une audience des plus hétéroclites, puisque plusieurs opposants à Pierre Savelli, étrangers à la famille nationaliste, ont répondu à l'invitation, comme par exemple Julien Morganti, Jean-Sébastien de Casalte, Frédéric Poletti ou bien encore des militants gravitant habituellement autour de François Tatti ou Jean Zuccarelli. Parmi les absents, le candidat déclaré de droite est Sylvain Fanti ou bien l'une des rares figures bastiaises du PNC, Vanine Lebaumin. Forcément, la question d'un front tous sauf Simeoni et Savelli peut se poser. Qu'en est-il réellement? La réponse de Jean-Christophe Angelini. D'abord parce que le PNC ressent depuis des années déjà le besoin de s'implanter à Bastia où on ne va pas se raconter d'histoire, je dirais une structuration à ce stade relativement faible, et donc on a voulu corriger cette anomalie et montrer que le PNC n'est pas, comme on le caricature souvent, un parti uniquement sudiste entre guillemets, mais un parti nationaliste qui est présent du Cap à Bonnivage. Donc concrètement aujourd'hui, combien de militants à Bastia? À Bastia, je dirais une petite centaine, mais ça inclut au-delà de Bastia la Marane et une partie du Cap. Donc une petite centaine d'adhérents au regard de la démographie du territoire et de sa population, ça me paraît quand même assez faible. Donc on ne va pas faire de langue de bois, on veut remédier à ça. Avec bien sûr, c'est une évidence, en toile de fond, les municipales, mais comme dans toutes les régions de Corse et pour l'ensemble des formations. Parce que là justement, le PNC avait été un peu absent du terrain municipal, vous vous y impliquez désormais. Pour quelle raison? Parce que le bilan de Pierre Savelli n'est pas bon selon vous? On s'implique d'abord parce que le parti a vocation à s'impliquer partout, à Ajaccio, à Bastia, à Sartène, à Corté, à Porto Vecchio, etc. Et aussi, bien sûr, parce qu'on estime que le bilan n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'il convient désormais de faire les choses différemment. Donc nous, on s'inscrit dans cette claire opposition, comme c'est d'ailleurs le cas à la majorité à l'Assemblée de Corse, et on espère de tout cœur, par le débat, par le projet, par la concertation, aboutir d'abord à un espace citoyen et politique, et ensuite, le plus naturellement du monde, à une proposition électorale. Faire les choses autrement, ça peut passer par quoi, selon vous, à Bastia? D'abord parce qu'on est en train de faire aujourd'hui, concerter, sans préjugés, sans tabou, sans schéma préétabli, avec l'idée de donner la parole bien plus que de l'asséner. Et ensuite, construire ensemble, encore une fois à partir de projets. On a nous des idées assez arrêtées sur le port de la Carbonite, sur l'îlot de la Poste, sur l'ouverture de la ville, sur un palais des congrès, sur la stratégie économique de la ville et du territoire. Donc ce que l'on aimerait, c'est les partager et voir ensuite si elles peuvent prospérer ou pas. Alors vous l'avez dit, PNC est un parti nationaliste. Ce soir, pourtant, on voit Julien Morganti, on voit Frédéric Poletti, on voit Jean-Sébastien de Casalte, c'est-à-dire plutôt des représentants de l'ancienne gauche ou de la gauche actuelle bastiaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un front anti-Pierre Savelli au-delà de Gilles Simeoni qui est en train de se monter? Non, on ne veut pas constituer de front, ni anti, ni pour. On veut simplement libérer la parole. Je suis heureux ce soir de voir que les gens que vous avez cités, Julien Morganti et Jean-Sébastien de Casalte, sont présents. Je vais rappeler que d'autres également, militants nationalistes, personnalités plus libérales peut-être, sont également là. Et puis vous dire que c'est une réunion publique. Si on avait voulu une réunion entre appareils, vous n'en auriez rien su, mais ce n'est pas le genre de la maison. Ce que l'on veut, c'est quelque chose de transparent, de démocratique et de respirant. Donc ils viennent, et je crois qu'il vaut mieux montrer les choses que de les cacher, y compris un an des municipales. Ça veut dire que vous ne fermez aucune porte aujourd'hui? On ne se ferme aucune porte et on se donne la possibilité de discuter assez largement, mais je le redis, on a nous 2 exigences. 1,
autour d'un projet et d'une vision à 20 ou 30 ans, comme on l'applique d'ailleurs dans toutes les villes et dans toutes les régions de Corse. Il n'est pas question de combinaison entre appareils ou de tractation entre initiés. On veut quelque chose de populaire et d'ouvert. Et deux, il sera question le moment venu d'une proposition qui n'est pas aujourd'hui déterminée, mais qui va mûrir avec le temps et au cours des prochains mois. Un tout dernier mot, cette implication du côté de Bastia peut aussi sonner, pour certains, comme une nouvelle étape de votre combat contre Gilles Simeoni que vous menez du côté de l'Assemblée de Corse. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent penser ça ce soir? Moi, je ne mène pas de combat contre Gilles Simeoni en tant que tel. Moi, je mène modestement un combat pour la Corse. Nous sommes arrivés à un moment où, effectivement, nos visions et celles de nos formations respectives sont opposées. Et donc, nous tentons de part et d'autre de faire vivre des explications, des propositions et certainement des offres électorales. Mais incontestablement, l'idée n'est pas de susciter un front quelconque, c'est, je le redis, de libérer la parole. Bien sûr que nous sommes à Bastia, comme sur le cours Grandval, dans l'opposition, mais cela ne vaut pas pour autant, je l'ai déjà dit à l'Assemblée, déclaration de guerre immédiate, totale et absolue. On veut libérer la parole et construire, et pas susciter de front quelconque. Moi, je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est la force des idées, des visions, des projets. Pas le fait de fédérer tous ceux qui seraient contre. Ce pays a besoin de gens qui soient pour et pour les mêmes choses. Il s'agissait de Jean-Christophe Angelini. Parmi les présents figurait donc Julien Morganti, accompagné de son bras droit Didier Frances, qui est de militant d'un futur pour Bastia. Le candidat déclaré depuis longtemps assis municipal à Bastille et conseiller municipal d'opposition affirme que sa présence est la suite logique de la démarche de discussion entamée avec toutes les oppositions municipales et territoriales. Le profil nationaliste du PNC ne semble donc pas déranger Julien Morganti, pourtant aux antipodes de ce mouvement politique. On écoute Julien Morganti. En septembre 2024, lors d'une conférence de presse, on avait calé la stratégie, c'est-à-dire qu'on souhaitait discuter avec l'ensemble des groupes de l'opposition municipale à l'opposition régionale. Donc cette réunion s'inscrit dans cette démarche. Ce qui est important et ce qu'on retient pour notre part au sein du mouvement Un Futur pour Bastia, c'est deux éléments importants. C'est que le groupe Avancem acte qu'il est dans l'opposition municipale et aussi qu'on partage un constat sur l'état de la ville au bout de 10 ans de cette mairie. Donc à la fois le constat et le positionnement fait qu'on peut discuter et travailler pour une alternative à Bastia. Le fait que ce soit un parti nationaliste ne vous gêne plus aujourd'hui? C'est le groupe Avancem qui fait qu'il y a différentes sensibilités et c'est l'état d'esprit dans lequel on est. C'est aussi la démarche qu'on a eue en 2020. Il faut rassembler et être à l'image de la société et notamment de Bastia. Vous y voyez une opportunité de renforcer en fait la dynamique d'opposition à Bastia avec Jean-Christophe Angelini qui vient à Bastia soutenir l'initiative? Clairement, c'est le sens de cette réunion, de soutenir l'initiative de l'opposition et encore une fois, c'est sur le projet qu'on arrivera à rassembler. On voit que d'autres figures de l'opposition de gauche sont là, comme Jean-Sébastien de Casalta, comme Frédéric Poletti. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi discuté avec eux? On l'a dit, ça va de l'opposition municipale à l'opposition régionale. Donc évidemment, tous ceux qui se retrouvent dans cette démarche d'opposition ont vocation à travailler ensemble. Un dernier mot, est-ce que quelque part le fait de voir le conflit territorial, on va dire comme ça, entre Jean-Christophe Angelini et Gilles Simeoni déborder à Bastia, est-ce que ça fait vos affaires au final? La démarche, elle est avant tout bastiaise et c'est par Bastia qu'on enverra un signal fort, d'abord au Bastia mais à l'ensemble de la Corse. Il s'agissait de Julien Morganti. Le parti indépendantiste Corinne Franti a également fait une apparition éclair à cet événement, partageant avec le PNC un constat portant sur la nécessité d'un sursaut municipal à Bastille. Le parti, via Gérard Dijkstra et Bati Louchard, y a toutefois tracé de manière très claire une ligne rouge. Hors de question de partir à la bataille avec des antinationalistes, de gauche comme de droite. Corinne Franti compte bien s'impliquer dans une campagne d'opposition à Bastille, mais à ses conditions, comme nous l'explique. Non, écoutez, on a été invité à une réunion, la politesse veut qu'on y aille, entre patriotes on ne fuit aucun débat, on invite des gens et on y va quand on est invité. Non, nous ce qu'on a dit c'est concernant la logique nationale, nationaliste, hein, nous on est dans une opposition nationaliste depuis 2015, on l'est à nouveau sur des logiques de projet et sur les choix de société. Bon, maintenant les débats de Péragoursk, bon, ne nous concernent pas. Concernant Bastia, on a précisé qu'on était aussi dans une forme d'opposition municipale en 2020 et qu'on le sera à nouveau. C'est-à-dire que nos instances préparent ces questions. Par conséquent, les logiques de préparation, de coalition, nous ce qu'on a dit, c'est que les logiques depuis l'échec relatif de certains mouvements nationaux récemment, face à la situation, il faut un sursaut patriotique. Donc nous, tout ce qu'on va aborder, que ce soit au niveau municipal ou au niveau national, c'est d'abord entre nationalistes. Ça veut dire que des discussions, il peut y en avoir avec le PNC éventuellement pour les municipales à Bastia, mais avec un Julien Morganti, par exemple, c'est plus difficile déjà par rapport à ses positions sur le nationalisme? Non, la
question, c'est que d'abord, le débat doit avoir lieu au niveau patriotique. Ça doit être le socle. Le socle doit être patriotique. Et après, bien entendu, le débat peut avoir lieu avec d'autres. Mais il ne faut pas tout mélanger. Selon nous, il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'il ne vous a pas échappé que ce soir, effectivement, en-delà du PNC, il y a la présence de Julien Morganti, Frédéric Poletti, Jean-Sébastien Lecazalt, des gens de la gauche de 2020, qui a été parfois assez sulfureuse. Votre présence, elle pourrait être interprétée d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à ceux qui peuvent être étonnés de votre présence? On n'est pas étonnés. On est venu, on n'avait pas le format, on ignorait le format. Hein. Donc, on a compris maintenant un peu plus que c'était une logique de préparation. Et dans cette logique-là, on a bien précisé notre cadre à nous, pour préciser que nous, on n'était pas dans ce genre de tractation de premier tour ou de pré-premier tour. Mais dans la globalité de l'opposition, et vous l'avez vous-même un peu abordé, il y a des gens qui ont eu très souvent des positions anti-nationalistes. Pour vous, c'est la ligne rouge que vous ne pouvez pas franchir dans les discussions? Exactement. Nous, on s'est prononcé pour un sursaut patriotique. On ne sursautera pas avec la droite antinationaliste ou avec des mouvements anti-patriotiques. Jamais. C'est-à-dire que Sylvain Faure, Julien Morganti, c'est non, déjà. Je répète, on ne sursautera pas avec des mouvements antinationalistes. Face aux défis croissants de santé publique, notamment le vieillissement de la population et la prévalence accrue des maladies chroniques, l'Agence régionale de santé a initié dès 2018 une réorganisation de l'offre de soins de Corse du Sud. Un projet qui porte sur 2 filières stratégiques que sont la cancérologie et la gériatrie. Concernant la gériatrie, le centre hospitalier de Castelluccio s'engage dans une transformation majeure de son offre de soins en réorganisant ses activités de soins médicaux de réadaptation. À compter du 3 février 2025, l'activité de SMR à orientation oncologique sera transféré au centre hospitalier d'Ajaccio, permettant au CH Castelluccio de développer un nouveau projet structurant. Un pôle départemental d'aval gériatrique, incluant un service de soins médicaux et de réadaptation spécialisé en gériatrie, une unité cognitivo-comportementale et un service géronto-psychiatrique. Mais qu'est-ce que cela signifie au réel? Élément de réponse avec Rosemary Michelodz, et directrice de soins. On a fait le choix médical de s'orienter vers une ouverture d'un service de SSR, alors maintenant on dit plutôt service de SMR, gériatrique, avec du coup dedans une composante de rééducation pour aider les gens dans cette prise en charge. Alors là actuellement, aujourd'hui, on a 20 lits, mais on projette d'ouvrir 28 lits de SMR gériatrique, et on ouvre aussi une unité cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle plus rapidement une UCC, de 12 lits, qui est dédié aux personnes atteintes de démence, alors type Alzheimer ou apparenté, pour prendre en charge ces patients, pour soulager les familles. Donc on a fait pas mal de benchmarking par rapport à ces 2 services. Hein. Par exemple, l'UCC, on a été à la Fondation Rothschild à Paris. En fait, le principe de l'UCC, c'est clairement de prendre en charge des patients en minimisant au maximum le recours aux médicaments. Ce qu'on voudrait en fait, c'est prendre en charge des patients atteints de démence, mais les stimuler avec des activités. Donc on va clairement s'inspirer de ce qu'on a vu sur le continent, parce que c'est des choses qui fonctionnent très bien, où en fait les personnes qui sont atteintes de démence, ils ont une démence, ok, mais ils ont quand même une partie autonome qui leur permet de faire un certain nombre de choses au quotidien, se vêtir, s'alimenter, marcher, se laver. Hein. Donc en fait on va s'axer sur cette partie qui est encore saine pour essayer de stimuler, soit pour les permettre d'évoluer, soit pour les permettre de stabiliser en fait leurs troubles, et pour essayer qu'ils aient un quotidien, je dirais, assez acceptable. On a recruté pour ça au niveau paramédical des métiers spécialisés, c'est-à-dire qu'on a recruté des métiers qu'on n'avait jamais vus sur Castelluccio, des ergothérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée, ce qu'on appelle APA, des kinés. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des vacataires, on a recruté des kinés en salariés. Et toutes ces personnes, en fait, vont collaborer pour créer des activités pour ces patients. Alors, c'est des activités qui vont se faire généralement en binôme. Par exemple, un infirmier avec l'ergothérapeute vont mettre en place en fait des programmes pour que chaque semaine, chaque patient fasse effectuer au moins une fois chaque programme. Vous parliez de tout ça autour de la gériatrie. C'est vrai qu'il y avait un véritable manque aujourd'hui face à ces personnes qui étaient en situation de... Vous parliez de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, mais vous évoquiez aussi les personnes qui ont des problèmes plus physiques à travers donc le SSR. Au sortir d'une hospitalisation, ces personnes, les familles ne savaient pas trop comment s'organiser. Ça répond à cette question-là? En fait, par rapport à l'hospitalisation, on va aussi créer un hôpital de jour pour les patients qui sont à leur domicile, soit sortant du service SSR de chez nous, et ils reviendront chez nous en prise en charge d'un hôpital de jour.
On crée un hôpital de jour de 5 places qu'on va tourner en 2 fois par jour, c'est 5 patients le matin, 5 patients l'après-midi. Mais c'est surtout pour répondre à la demande de la Corse, parce que d'après les données de l'assurance maladie, il y a 1870 personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer et apparentée en Corse. Donc du coup, on s'est dit, sur le territoire de la Corse, on est très pauvre par rapport à ces prises en charge, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'on a voulu développer les unités cognitivo-comportementales qui utilisent en fait ce que je vous disais, en fait, la réhabilitation cognitive pour restaurer un maximum d'autonomie et les troubles cognitifs majeurs qui interfèrent au niveau de l'autonomie des patients, quoi. Là où on est vraiment axé, c'est vraiment sur le bien-être de la personne âgée. Pour cela, on a aussi formé l'ensemble du personnel à ce qu'on appelle la formation Humanitude, qui sont vraiment des ateliers qui étaient vraiment pour mettre en valeur les valeurs du service, qui viennent préciser le sens que nous voulons donner à nos accompagnements et qui sont aussi en fait les prémices d'une identité, d'un langage commun. L'Humanitude, en fait, c'était vraiment une formation qui était axée sur la bienveillance de la personne âgée, le respect, la bientraitance, la patience, la confiance, la tolérance. Mais ce qui est vraiment au centre de notre prise en charge, là, qu'on veut faire maintenant sur l'établissement, c'est le bien-être psychosocial en fait de la personne âgée. Ouais. Justement, au hasard de certains faits divers, alors peut-être plus sur le continent que chez nous, mais on a vu cette maltraitance envers les personnes âgées. Aujourd'hui, vous voulez prendre le contre-pied, le virage à 360 degrés. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a institué ce type de formation. C'est pour ça qu'on a vraiment on a diffusé les postes sur l'établissement vraiment dans les fiches de poste, c'est vraiment ce qu'on a écrit. Les personnes qui s'engagent là-dedans, c'est vraiment de s'engager dans cette dynamique-là, de prendre des patients en charge Alzheimer sans forcément recours aux médicaments, pour les stimuler, pour favoriser leur autonomie et surtout pour aller dans le sens de ce qu'on veut faire par rapport au bien-être du patient. Et c'est en sens avec la formation Humanitude, bien sûr. Football en Ligue 2, sous les yeux de l'investisseur américain Glenn Straub, Baldassia a été battu par Guingamp ce samedi sur le score sévère, mais hélas logique de 3-0. Le tournant du match s'est sans doute joué à la 10e minute lorsque Soumano était fauché par le gardien breton dans la surface de réparation, mais l'arbitre restait de marbre. Quelques minutes plus tard, les Guingampais ouvraient la marque par Lebris. Au-delà de ce fait de jeu, les Ajacciens furent dominés par leurs adversaires, une grande partie du match jouant notamment trop bas et laissant le monopole du ballon à leurs adversaires jusqu'à la 43e minute de jeu, moment choisi par les visiteurs pour doubler la marque, toujours par Lebris. Au retour des vestiaires, les assistes jouaient plus haut, mais étaient une fois encore punis par leurs adversaires du jour, très réalistes, au contraire des joueurs de Titi Debes, malheureux sur 3 tentatives repoussées par les montants adverses. Avec cette défaite 3-0, les Ajacciens restent dans le bas de tableau, mais bénéficient une fois encore de résultats favorables. Les Blancs et Rouges comptent toujours 6 points d'avance sur le premier relégable et 1 sur le barragiste. On écoute Thierry Debes, le coach ajaccien, après le match. Quand on revoit les buts, ça fait mal, parce que même si dans le jeu, c'est une équipe qui a beaucoup de maîtrise technique et une très très belle équipe, on prend quand même 2 premiers buts qui sont un peu gaz. Donc c'est sûr que ça nous fait mal. Après, je crois qu'on frappe 3 ou 4 fois le poteau aujourd'hui. Donc il y a sûrement un pénalty pour nous en première mi-temps. C'était comme ça, c'était pas notre jour. Mais malgré tout, j'ai trouvé les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. On a essayé en changeant de système de les mettre plus en difficulté. Mais on a vu chez nous quand même des joueurs un peu plus fatigués que les derniers matchs, donc il va falloir bien préparer le suivant. C'est sûr, dans les duels, je pense que pourtant on avait insisté vraiment dessus cette semaine, mais je pense que le fait de revenir avec ces 3 victoires, ça demandait beaucoup une débauche d'énergie énorme pour les joueurs, et je pense que ce soir on l'a un peu payé. On a vu que dans le duel, nos points forts, on était beaucoup moins, et donc ça leur a permis de poser leur jeu, et surtout quand on voit nos buts encaissés, parce que c'est des buts encaissés sur rien, quoi. C'est pas, ils n'ont jamais mis hors de position, c'est un coup de pied arrêté, elle frappe le poteau seul à la reprise, le premier frappe sans danger, elle est repoussée, il y a but. C'est vrai que quand on revoit les buts, c'est rageant. Et puis volet en Ligue B, le GFSA s'est facilement imposé ce samedi dans la salle de Royan, dernier du championnat. Fort logiquement, les joueurs de Frédéric Ferrandez se sont imposés avec un score large, 21-25, 15-25 et 19-25, soit 3-7-0, poursuivant ainsi leur course en tête de ce championnat. À 5 journées du terme de la saison régulière, le GFSA compte 9 points d'avance sur son dauphin, Fréjus, qui s'est étonnamment incliné à domicile devant Reims. Autant dire qu'il faudra à présent un cataclysme pour que les Ajacciens laissent échapper cette première place. Sa dernière devrait offrir au Diable Rouge de nombreux avantages à l'occasion des playoffs qui se profilent et au cours desquels se joueront le titre et l'accession en Liga. C'est dans un COSEC Pepito Ferretti comble que le Bastia Hugo Boisjol-Badgioni, après une belle carrière en amateur, l'ayant vu devenir numéro 1 français de la discipline, a disputé son premier combat professionnel en MMA, catégorie des moins de 77 kg face à l'Italien Karim Kassouri. L'enfant du KTP MMA School de Bastille a dû faire face à une rude adversité, passant près de la correctionnelle sur une soumission en fin de seconde reprise. Mais lors de la 3e reprise, le fighter bastiais a su retourner la situation à son avantage
barrage et a infligé un ground and pound impitoyable à son adversaire, forçant l'arbitre à arrêter le match au bout d'1 minute et 30 secondes dans cette troisième reprise. Ainsi, Hugo Bajol-Bagioni a remporté par chaos technique son premier combat professionnel. Une première pour un combattant corse. Ce combat était le clou d'une Corsican Fight League qui a vu d'autres combattants corse amateurs briller, notamment en provenance du Bushido Club d'Ajaccio. On se quitte avec une dernière info sportive. Une semaine seulement après avoir remporté les championnats de France universitaires, Océane Ayala du TBK de Ghisonaccia s'impose une nouvelle fois en décrochant le titre de championne de France fédérale en classe B de kickboxing. Plein contact, c'était ce week-end à Boulogne-sur-Mer. Après une victoire en quart de finale contre la championne de France en titre de Muay Thai 2025, elle domine ensuite sa demi-finale face à une multiple championne de France de kickboxing en moins de 55 kilos. Au terme de 3 combats intenses, elle décroche donc la médaille d'or de la compétition. Pour sa première année dans cette catégorie, elle réalise un sans faute avec 7 victoires en 7 combats. Ses coachs Patrick Tinelli et Lionel Giovanni la préparent désormais pour ses prochaines échéances. Nous sommes le lundi 10 février 2025. Le ciel est variable à très nuageux en Haute-Corse, même si les averses seront rares et faibles. Quelques gouttes de pluie pourraient toucher la région bastiaise et le Fumourbout cet après-midi. En Corse du Sud et sur les versants occidentaux de l'île, les nuages seront un peu moins denses, même si le ciel sera variable à nuageux et il ne devrait pas y avoir de pluie. Le vent est faible aujourd'hui, les températures demeurent douces et stationnaires. 15 degrés à Bastia, à Ajaccio, 14 à Propia, Portivetu, Bonivadio, Calvilise, ou la 13 à Sartè, 8 ou 12 à Corti, 11 à Cervioni, Rugliano, Zica ou 10 à Prunello di Fiumorbu et Rugliano. Ce journal est terminé sur Alta Breguanza. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.